rise in the canyon. That's where I long to be with my three good companions. Just my rifle, pony and me. Bonjour, bonsoir, Microciné, bonjour ou bonsoir, ça va dépendre de l'heure à laquelle vous allez découvrir cette nouvelle émission. Je suis très content aujourd'hui parce que je vais tout dire. Voilà, je vais balancer les dossiers, c'est important. Mon invité d'aujourd'hui, j'aurais dû l'interviewer il y a longtemps de cela sur un autre livre. Donc c'est pour ça qu'il faut que je sachiez qu'il a écrit plein de choses et il a écrit un livre sur John Carpenter, édité chez Ferd Éditions. Vous avez tout dans le descriptif de cette vidéo, même si on va pas parler de Carpenter, mais je voulais quand même le dire. Il devait venir et voilà, à cause de moi, ça n'a pas pu se faire. Donc, je lui présente mes sincères excuses. Mais il est quand même là pour parler d'autre chose. Et là, attention, c'est l'œuvre de David Fincher, je le montre, avec comme sous-titre très important, on va en parler aussi, Scruter la noirceur. C'est édité chez nos amis de Ferd Éditions. C'est un beau livre, hein. C'est magnifique, comme tous les bouquins édités chez Ferd, mais alors celui-ci, il est incroyable, il a plus de 500 et quelques pages, c'est un gros pavé, c'est très drôle, c'est très intéressant aussi, bien évidemment, et mon auteur, j'aurais dû le dire au moins à la première seconde, mais j'ai attendu 1 minute 23, c'est Stéphane Boulet, et je suis très content en tout cas de sa patience et qu'il soit là. Question godardienne, Stéphane Boulet. Question cinéphile, on va parler de la cinéphilie très vite là. Comment allez-vous? Ça va très bien, ça va très bien. Merci pour l'invitation. Oui, c'est vrai que c'est un peu un rendez-vous manqué, voilà, qu'on avait eu sur Carpenter, voilà, les aléas de la vie, tout ça. Donc du coup, je suis très content d'être là. Et puis oui, effectivement, pour parler de ce cinéaste qui, ma foi, me tient assez à cœur, on va dire. Ah oui, oui, non, mais ça c'est clair. Je vais quand même vous présenter au cas où il y aurait l'autre cuidance de quelques-uns qui ne vous connaîtraient pas, hein. Vous Ah, écrivez ils ont pour le les droit, maisons hein. d'édition, quand même. Ferd d'édition et Omake Books, et vous êtes également collaborateur régulier du site de presse vidéoludique Game Cult, et vous avez notamment créé l'émission 24 FPS, dédiée aux rapprochements entre cinéma et jeux vidéo. Vous êtes également coproducteur et co-animateur du Robotics Podcast Universe, qui réunit des podcasts tels que After Hate, Parle à mon Luc, j'ai failli dire bref, ou le Growlcast, dédié aux différents domaines de la pop culture. Et l'un d'entre eux, Super Ciné Battle, est devenu un livre du même nom, publié chez Duno. Et en tout cas, ce qui est écrit dans ce livre, quand vous n'écrivez pas ou que vous ne parlez pas de cinéma ou de jeux vidéo, vous enseignez en Haute-Savoie. Voilà, je voulais quand même C'est ça. être clair. Voilà. Première question. Je remercie bien évidemment nos amis de Ferd Éditions, sans qui cette émission n'aurait pas lieu. Première question. L'avant-propos du livre, en partie, en grande partie, est consacré à qu'est-ce que la cinéphilie selon vous? Et je voulais Tout à fait, savoir, ouais. alors vous le dites pourquoi, mais c'est important quand même de commencer par ça. Pourquoi d'emblée commencer par ça? Pourquoi d'emblée commencer par ça? Parce que je pense que c'est une sorte de débat récurrent et voilà, c'est un marronnier finalement de la cinéphilie elle-même. C'est-à-dire que, on a souvent voilà on a tous notre rapport au cinéma, puis souvent voilà, il y a des espèces de guides de la cinéphilie, des invectives à la cinéphilie, des choses comme ça. Et en fait, moi je me suis aperçu que enfin je trouve que c'est finalement une définition qui est assez volatile. Ce qui est assez volatile et je pense qu'on a un peu tous notre définition de la cinéphilie et moi en tout cas telle que je la conçois, voilà, comme je disais, pour moi la cinéphilie, enfin en tout cas c'est avant tout la conscience que le cinéma est en mouvement perpétuel et qu'à un moment donné notre rapport au cinéma, aussi érudit qu'il puisse être ou pas, hein, à un moment donné, il est forcément fixé par des influences qu'on a eues à un certain âge, par des rencontres cinéphiliques qu'on a eues à un certain âge, et que finalement, voilà, moi je me remets en perspective par rapport à mes aînés. Voilà, moi j'ai 40 ans, voilà, donc la génération d'avant, ils n'avaient pas du tout les mêmes repères et ils n'aimaient pas du tout les mêmes films, et probablement qu'ils détestent certains films que moi j'aime. Et c'est pareil avec la génération qui suit, donc voilà, tous les jeunes cinéphiles aujourd'hui, enfin le terrain privilégié, c'est YouTube, etc., de 20 ans ou autres, qui ont sans doute pas les mêmes codes, mais qui ne sont pas moins cinéphiles finalement, hein, quelque part, quoi. Donc voilà, ça me paraissait intéressant de revenir. Moi, c'est un peu ce que je disais, c'est que
je suis passé par une fac de cinéma, et la première chose qui m'avait choqué, enfin pas choqué, mais en fait où j'étais un peu tombé des nues, c'était justement le côté un peu gardien du temple qu'il y avait dans l'enseignement du cinéma dans les facs de cinéma. Et ce côté, effectivement, voilà, le cinéma, finalement, on a l'impression qu'il s'est arrêté en 1972. Pour une raison un peu arbitraire, alors que moi j'arrivais avec pas du tout les mêmes références, même si effectivement, enfin voilà, justement, vous citiez Godard en ouverture, etc. Voilà, j'avais vu Godard, j'avais vu Je l'ai Truffaut. fait exprès, hein. J'ai fait Oui, bah exprès oui, de je sais dire bien. Godard, Je parce sais bien. et comme Je vous sais bien. faites exprès aussi de mettre derrière Denise de la Patelière et Kubrick dans le même plan, c'est un peu la bagarre, enfin, c'est bagarre Bah générale, oui, là, quand même. bah C'est pas voilà, possible. exactement. Exactement. Et en fait, voilà, et j'étais un peu surpris par cette approche, en fait, voilà, assez figée finalement du cinéma. Et je vois aujourd'hui, voilà, bah, les gens qui sont de ma génération ou un peu plus, je vois chez certains cinéphiles justement cette tendance à devenir à leur tour des gardiens du temple, c'est-à-dire avec des espèces de vaches sacrées complètement intouchables, et au contraire des têtes de Turcs euh, incontournables, etc. Et je me dis, ben, j'essaye en tout cas de pas tomber là-dedans et de garder cette espèce d'ouverture en me disant, bah oui, là je fais un bouquin sur Fincher, j'ai fait un bouquin sur Carpenter, parce que c'est deux cinéastes qui ont extrêmement compté dans ma cinéphilie, qui, à mon sens, sont importants à l'échelle du cinéma mondial. Mais je me dis, s'il faut, je me plante, et s'il faut, ben, dans 10, 15, 20 ans, on n'aura peut-être pas le même regard sur ces gens-là, et j'essaie de garder cet esprit un peu ouvert en me disant, bah, qui serait finalement, si aujourd'hui j'avais 20 ans, qui serait finalement le Fincher d'aujourd'hui pour moi, quoi. Parce qu'il y a aussi le fait peut-être que Fincher étant ça, on va certainement en parler, mais est aussi un cinéaste qui a été énorme, qui l'est encore d'ailleurs très souvent, moins peut-être aujourd'hui, peut-être que vous allez me contredire, mais je trouve moins critiqué. Je sais qu'à l'époque, Fight Club, c'était vraiment quelque chose qui était pour beaucoup irrespirable, voire même Seven aussi, hein, c'était pas si évident que Oui, ça, oui, même si on bah, dit que. Est-ce qu'il y a une manière aussi de dire ça fait partie de mon histoire du cinéma et ça ne remet pas en cause ma cinéphilie? oui, je pense que bah, je pense inconsciemment il y a de ça, c'est-à-dire qu'effectivement, voilà, moi j'ai une formule, je dis finalement nos films préférés, ce sont ceux sur lesquels on accepte de fermer les yeux sur leurs défauts. Parce qu'en fait, si on selon l'axe qu'on peut prendre, on peut toujours trouver des qualités ou des défauts à n'importe quel film en fait. Et bon, il y a certains films, c'est plus compliqué que d'autres, ça c'est sûr. Mais au bout d'un moment, c'est-à-dire qu'effectivement, même un chef-d'œuvre absolu qu'on considère, on peut toujours regarder et y trouver des défauts, et même une bouse, un film qu'on déteste de toute son âme, si on regarde bien, on peut toujours trouver des qualités. Et en fait, justement, je trouve que l'enjeu, il n'est pas spécialement là. Et pour revenir à Fincher, justement, c'est ça, c'est qu'effectivement, lui, il a commencé sa carrière dans la publicité. Et d'ailleurs, bah, je consacre tout un Oui, chapitre sur sa carrière publicitaire, le parce vendeur que de justement, pompe. voilà, le vendeur de pompe, puisque c'est comme ça il était surnommé par les producteurs d'Alien quand il a fait Alien 3. Voilà, c'était dire le respect mutuel qu'il y avait entre eux à cette époque-là. Mais c'est que disons que c'est un écueil, c'est-à-dire que alors, comment dire ça? Personnellement, à titre personnel, la publicité, je trouve que c'est l'une des pires choses qui a été inventée par l'humanité. Ceci dit, ça a été une école de cinéma pour beaucoup de cinéastes, et qu'on le veuille ou non, Fincher, effectivement, vient de la publicité, et son parcours créatif, il passe forcément par la publicité à un moment donné. Enfin, c'est-à-dire que souvent, quand on aborde Fincher, effectivement, comme vous disiez très, très bien, c'est qu'aujourd'hui, il est peut-être moins critiqué qu'à une certaine époque, parce qu'il a atteint une certaine respectabilité, parce qu'il a changé de registre, et puis parce que bah, les années faisant, voilà, les gens qui ont apprécié son cinéma sont arrivés à des postes où finalement pouvaient un peu influencer les autres, ou quoi que ce soit. Enfin, voilà. Il est plus respectable aujourd'hui qu'à une certaine époque, mais il y a toujours cette espèce de barrière qui dit bah, finalement son cinéma il commence à Alien 3, voire il commence à Seven. Alors qu'en fait, à mon sens, c'est absurde de gommer toute la partie publicitaire de son publicitaire ou clipesque, hein, parce qu'il a il a fait des clips de son œuvre, parce que justement, c'est pas, effectivement, c'est pas du cinéma, c'est avant tout pour vendre un produit, mais n'empêche que voilà, c'est une école de cinéma. Et pour le coup, je trouve ça formidable que justement chez Fincher, donc qui n'a pas fait d'école de cinéma, qui n'a pas parcouru les festivals de court-métrage, etc. Enfin voilà, lui, son parcours, il l'a fait vraiment sur le tard. Il est arrivé, il a commencé à bosser sur des effets spéciaux de court-métrage pour George Lucas, enfin pas George Lucas directement, mais en tout cas pour ILM, etc. Puis sur des films, etc. Et en fait, son,
son devenir de cinéaste, il s'est créé sous nos yeux, en fait, sans qu'on s'en rende compte, à travers des pubs pour égoïstes, à travers des clips pour différents groupes, dont certains ont été un peu oubliés, hein, voilà, Ricky Springfield, des choses comme ça. Mais en tout cas, voilà, on a cette chance finalement de pas avoir de courts-métrages perdus, de pas avoir de films qui cachent. Voilà, c'est le cas par exemple de Carpenter. En fait, il a fait plein de courts-métrages quand il était assez jeune et même à la fac. Et en fait, il a dit ces courts-métrages, je les ai enterrés dans mon jardin. Jamais vous les verrez. Bon, alors je peux comprendre, hein, son point de vue, mais du coup, nous, en tant que spectateurs, c'est un peu dommage. Alors Fincher, c'est pas du tout ça. C'est-à-dire que toute sa filmographie, enfin tout son parcours, toute sa construction de cinéaste, on l'a à travers ses clips. Et donc, c'est important. Et voilà, et ça, c'est une part qui est importante de lui. Et en même temps, c'est ce qui fait qu'à une certaine époque, comme vous le disiez, il n'était pas considéré comme un véritable cinéaste parce que, effectivement, quand on vient de la publicité, on est étiqueté comme un type qui fait de la pub et point barre. Donc, c'était le cas pour Danny Boyle, pour Ridley Scott. Voilà, c'est pas un cas isolé, hein, pour d'autres. D'ailleurs, quand il était chez Propaganda, il a bossé aux côtés de Michael Bay, etc. Voilà, bon, c'est toujours une étiquette qui traîne et qui effectivement peut à un moment donné peser sur la perception qu'on peut avoir d'un cinéaste en disant lui il vient de la pub, c'est pas très intéressant ce qu'il fait, etc. Et en fait il a gratté sa respectabilité au fur et à mesure de sa carrière, avec, comme j'ai dit, avec des changements de registre, avec aussi un style qui a quand même muté, hein. C'est-à-dire que le Fincher qui filme Fight Club en 99, celui qui filme Zodiac en 2007, c'est plus la même personne en fait. Non, Déjà, lui-même, lui, voilà. Ouais, lui, c'est plus la même personne, lui-même, hein, c'est plus la même personne. Et puis, en tant que cinéaste, c'est plus le même cinéaste, en fait. Même s'il y a toujours des ponts, des choses comme ça, mais voilà, il y a eu une espèce de changement, et ce qui fait que il a été plus accepté au fur et à mesure du temps. Ce qui est drôle, c'est qu'au bout du compte, Fincher, c'est encore un cinéaste qui a jamais eu l'Oscar ultime, c'est-à-dire l'Oscar du meilleur réalisateur ou l'Oscar du meilleur film. Voilà, il est toujours, pour l'instant, il l'a toujours pas eu. Et il y avait notamment je repense justement à ça, cette vidéo quand ils avaient fait les Oscars, je sais plus, c'était 2020 ou 2021, où il était en visioconférence. Et en fait, c'était à chaque fois qu'un de ses films était nommé et qu'il gagnait pas la récompense, on le voyait prendre un shot de tequila, en fait. Il devait être dans un état. Voilà, il était un peu dépité, en fait. C'était pour manque, voilà. C'était pour manque. Il était un peu dépité, mais c'est assez drôle parce que justement, mais c'est comme Carpenter, en fait. C'est des cinéastes qui vont vous dire que ils ont aucun besoin de reconnaissance parce que leur film se suffit. Mais en même temps, on sent que si à un moment donné, ils pouvaient avoir l'Oscar qui leur manquait, ça leur aurait quand même fait plaisir, quoi. Non mais alors, j'aimerais bien qu'on reste encore un tout petit peu parce que c'est super important et passionnant parce qu'en plus de cela, ça ouvre le livre et puis ça installe quelque chose, un décor pour le coup. C'est par rapport à ça, la publicité et le clip. Il faut aussi quand même prendre le temps de bien voir qu'il y a une base à ce moment-là dans la pub et le clip. Et c'est ce que vous faites dans le bouquin, c'est que vous dressez Alors j'ai oublié de dire une chose qui est assez importante et fondamentale, c'est que c'est un livre qui est aussi drôle. Et j'aimerais bien qu'on Oui, parle de ça aussi, essayez. de ce style-là. Pourquoi? Alors, je pense que ça fait 13 minutes qu'on vous voit. On comprend un peu pourquoi le bouquin est drôle. Vous avez une espèce de bonhomie comme ça, c'est assez sympa. Pourquoi donc ce style-là? Et puis surtout, est-ce que vous pouvez revenir sur le style et les thématiques que l'on voit déjà dans ces clips et dans ces pubs? Et est-ce qu'on va les retrouver plus tard bon, je vais pas dire, je vais dire Assiette, je vais dire un peu Alien 3, même si c'est un peu un film c'est un peu le film maudit Alien 3, on va dire peut-être Seven. Mais jusqu'à aujourd'hui, jusqu'à Manque, est-ce qu'il y a des similitudes? Parce que ça, c'est un chapitre que vous ouvrez avec ça, ce qui veut dire que c'est très important. Alors déjà, effectivement, pour le style, c'est que c'est mon deuxième bouquin complet, c'est-à-dire qu'avant, j'avais fait des collaborations, donc le livre Super Ciné Battle, d'autres bouquins chez Ferd, etc. Et le premier livre entier que j'avais fait, c'était le livre sur Carpenter, et donc je ne savais pas trop comment le prendre, etc. Et là, en fait, quand je suis arrivé, donc c'est mon deuxième bouquin, je me sentais un peu plus à l'aise avec moi-même, puis surtout en fait, je me suis dit, quel angle je pourrais prendre pour parler de Fincher sans avoir l'air d'être trop chiant, en fait. C'est un peu toujours mon inquiétude. Comme je disais, voilà, ce côté gardien du temple, un peu donneur de leçons, etc. J'essaie d'éviter ça.
tout en apportant des éclairages et puis en construisant un propos, etc. Enfin, c'est un équilibre qui est assez dur à trouver. Et en fait, je me suis surtout souvenu de me dire, mais en fait, l'un des films pour moi les plus drôles des années 90, pour moi, les deux grandes comédies des années 90, c'est The Big Lebowski et Fight Club. C'est peut-être les deux films qui me font le plus rire de façon. Mais voilà, Ouais. nerveuse. Enfin, voilà, il y a un truc, voilà. Je trouve ces deux films extrêmement drôles. Et en fait, je trouve que Fincher, et c'est un truc qui est rarement souligné, c'est un type extrêmement drôle en fait. Alors après, c'est un humour très particulier. Voilà, c'est presque c'est un humour très noir. C'est parfois un humour un peu intellectualisé, etc. Mais je trouve ça profondément drôle. Et en fait, je me suis dit, bah, qu'est-ce que je pourrais faire justement pour à la fois être intéressant, pédagogique, mais en même temps d'être dans cette posture en disant bah ça reste du cinéma, faut aussi qu'on soit là pour se faire plaisir. Et donc du coup voilà, m'est venue cette idée de style un peu plus voilà un peu plus détaché on va dire que ce que j'avais fait sur Carpenter, et notamment l'utilisation voilà des didascalies et des renvois de bas de page Alors qui oui, sont oui, et je tiens à préciser que c'est extrêmement important. Il faut prendre le temps de les lire parce que voilà. c'est très 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 c'est drôle et en même temps ça comment dire. Il y a un montage. Voilà, il y a un montage dans le haut de page donc et les didascalies ainsi que les bas de page. Ça c'est très très important. Voilà, il y a aussi un travail de montage là-dessus. Je referme la parenthèse. Voilà, parce que non, mais effectivement, parce que c'est des passages qui sont souvent obligés, c'est-à-dire qu'effectivement, quand on écrit son texte, bah, on est obligé de faire des renvois de bas de page pour certaines choses, pour préciser la source, pour repréciser certaines choses, parce que si on le met dans le texte, bah, du coup, la phrase, en fait, elle devient imbitable à lire, surtout que moi, j'ai une certaine tendance à faire des phrases extrêmement longues, c'est un peu mon gros défaut, et je me suis dit, bah, puisque c'est un passage obligé et qu'en fait, les didascalies, bon, ça a toujours un côté un peu pompant, bah, je me suis dit, bah, ça va être un espèce de territoire dans lequel je vais pouvoir mettre des blagues, tourner les choses d'une certaine façon, et voilà, et faire vivre le livre un peu différemment, en imposant un peu un style un peu différent. Donc voilà, c'était ça. Je me suis dit, en plus, enfin, pour moi, je restais dans cette idée Fight Club, c'est-à-dire que ça a un côté Fight Club dans le sens où effectivement, on a le narrateur qui se tourne vers la caméra, qui dit qui dit un truc, un bon mot au public et qui revient dans le film. Voilà, c'est cette mécanique-là que je voulais emprunter et restituer euh, dans le bouquin. Voilà pour le style. Pour ce qui est de la publicité, voilà, de son émergence. Donc, effectivement, c'est toute l'ossature du premier chapitre, c'est-à-dire, voilà, je parle du vendeur de pompe, encore une fois, voilà, j'adore cette expression, c'est parce elle est extrêmement méprisante, elle est extrêmement méprisante, et en même temps, ça fait vraiment punchline, en fait, il y a vraiment un truc que je trouve, voilà, d'écriture, qui, ça pourrait être, voilà, si on faisait le Diable s'habille en Prada à Hollywood, c'est vraiment une phrase qu'on s'attendrait à entendre, voilà, pour dire tout son mépris qu'on pense d'un cinéaste, être un vendeur de pompe. Voilà, et je dresse ce portrait du vendeur de pompe, et je me dis, bah, quelles sont ses habitudes et qu'est-ce qu'il fait après plus tard. Et on se rend compte que voilà, qu'il y a certaines choses, notamment dans le style visuel, qui fait beaucoup le recours à la fumée, le recours au volet, au volet strie, etc., qui fait beaucoup, qui ne fera plus par la suite, parce que en fait, justement, il était dans cette espèce de moule de clips des années 80-90. C'est-à-dire qu'à un moment donné, voilà, même si on a son style de réalisateur, il y a certaines choses qui sont un peu à la mode, etc., dans lesquelles faut s'inscrire. Donc, il le faisait très bien, mais en fait, c'est quelque chose qui n'est plus forcément utilisé. Puis, en parallèle, il y a d'autres choses. Par exemple, je pense notamment à son goût pour la provocation. Voilà, finalement, je le rappelle, mais la première entrée dans les annales de l'histoire de David Fincher, c'est quand il réalise ce clip pour la prévention contre le cancer où il fait fumer un fœtus dans le ventre de sa mère, en fait. Voilà, ça c'est la première fois que finalement David Fincher remue le cocotier, c'est à ce moment-là. C'est une de ses toutes premières publicités en plus. Et voilà, et ce goût pour la provocation, ça c'est un truc qui va cultiver toute sa carrière et qui naît là et qui manipule de plein de façons différentes avec voilà après plus ou moins de liberté, parce qu'encore une fois, il y a certaines fois, ça s'y prêtait pas, d'autres où c'était une vraie demande, etc. Mais voilà, c'est ce genre de choses qu'on va retrouver. Pareil, à un moment donné, je parle aussi, un point qui, moi, est très important dans le cinéma de Fincher, c'est le montage, en fait. C'est-à-dire que pour Hmm. moi, un film de Fincher, au-delà du plan, au-delà de la lumière, il y a vraiment un truc, je trouve, dans l'utilisation de montage, dans l'écriture du montage. Et, en fait, on pourrait justement
se dire, mais quel est le rapport du montage de Fincher cinéaste et du Fincher publicitaire? Parce que la publicité, c'est connu pour avoir des montages extrêmement rapides, voilà, où il faut un maximum d'informations en un minimum de temps. C'est le principe, hein, vous êtes bombardé d'informations percutantes. Et en fait, je trouve le rapport très intéressant parce que le Fincher cinéaste, en termes de montage, c'est quelqu'un qui monte très vite, en fait. Et très vite, même sans qu'on s'en aperçoive. C'est-à-dire que c'est ce que je disais, c'est que son film monté le plus rapidement, c'est Social Network, en fait. C'est celui qui a le plus de plans en moins de temps. Alors que si vous demandez généralement aux gens, c'est pas forcément l'impression qu'ils auront de Social Network. Parce que l'histoire qu'il raconte, c'est des mecs qui discutent dans un bureau. Pourtant, c'est un film qui est monté extrêmement rapidement. Et ça, c'est un héritage qui date de la publicité. Et en même temps, le langage de montage qu'il utilise en tant que cinéaste est très différent, en dehors de la rapidité, est très différent de ce qui faisait la pub. C'est-à-dire que la pub, c'est effectivement très codifié, où on va balancer beaucoup d'informations qui vont faire des contrastes entre elles pour avoir des choses percutantes qui apparaissent, alors que chez Fincher, au contraire, cette rapidité est mise au service d'une certaine fluidité. C'est-à-dire qu'il y a vraiment cette notion de restituer l'espace, de jamais être perdu, et même si c'est monté très rapidement, de jamais désorienter le spectateur. Alors que quand il faisait du clip, au contraire, l'utilisation de montage, c'était une utilisation plus classique pour le clip, où le but, c'était balancer le plus de choses, désorienter, déstabiliser, faire en sorte de retenir l'attention pour pas que la personne qui voit le clip ou la publicité regarde ailleurs. Alors que dans son cinéma, c'est l'inverse, c'est-à-dire que c'est une rapidité, mais au service d'une fluidité et d'une immersion, en fait. Et du coup, on peut avoir cette sensation que c'est un film plus lent, alors que c'est monté très rapidement, voilà, comme il avait un peu après la publicité, quoi. Mais quand on voit, par exemple, vous l'avez dit dès le début, quand on voit un film comme Fight Club dans sa rapidité de montage et dans comment je pourrais dire ça, dans cette manière aussi d'informer, parce que le mot information, c'est pas un mot anodin chez vous, hein. Ça vous en parlez d'ailleurs dans le Tout à fait. bouquin, et vous allez même très loin, vous prenez le sens étymologique du terme, c'est-à-dire c'est donner la forme, quoi. C'est au niveau uniforme, les formes, c'est importante. Mais quand on voit Zodiac, vous avez dit, les deux films sont différents. Il faut savoir que moi, je fais surtout partie des spectateurs qui ont adhéré à Fincher à partir de Zodiac, si vous voyez ce que je veux dire. Donc, Tout à fait. qu'est-ce qui a fait que ça a changé? Alors que peut-être ni l'un ni l'autre, enfin, peut-être qu'il y a une continuité entre les deux, et c'est l'idée de l'information, avec la manipulation, la forme, manipulation et tout. Donc, peut-être que finalement, il n'y a pas trop de changement. C'est simplement c'est autre chose. C'est le regard qui peut-être change. Il y a plusieurs choses, c'est-à-dire qu'effectivement, il y a une vraie continuité, puisque on reste effectivement dans ces thématiques de la manipulation, on reste dans cette idée aussi de saisir une époque, hein. C'est deux films générationnels, alors pas sur la même façon, c'est-à-dire que Fight Club, c'est un film générationnel pour la génération qui vit le film, pardon, Zodiac, c'est un film générationnel pour le Fincher enfant, en fait. Mais les deux traitent effectivement de cet aspect-là, effectivement, le portrait d'une espèce de génération. Dans les deux cas, c'est une génération un peu brisée, en fait, hein. Voilà, ce que je disais, c'est que le tueur du Zodiac, en fait, met fin aux années 60, d'une certaine façon, symboliquement, met fin à l'insouciance des années 60, et puis fait basculer finalement l'Amérique dans les années 70, qui voit des décennies de doute, et c'est là où va d'ailleurs émerger le nouvel Hollywood et tout ce cinéma-là un peu différent. Et Fight Club, c'est pareil, c'est une espèce de génération brisée, pas pour les mêmes raisons, mais cette espèce de génération après les années 80, après la période Fast où tout était possible, etc., où on se rendait compte que finalement, c'était pas si cool que ça, et qu'il n'y avait pas vraiment de perspective non plus. Donc il y a ce genre de choses qu'on retrouve. Après, en termes de langage cinématographique, c'est vrai que c'est des films qui sont à la fois très différents, parce que Zodiac est monté beaucoup plus lentement que Fight Club. Le film se déroule d'une façon plus pas contemplative, parce que le cinéma de Fincher est rarement contemplatif, mais en tout cas voilà, plus lent, plus posé, ça construit quelque chose, alors que Fight Club passe son temps à déconstruire des choses. Ça aussi, c'est une chose qui est importante. Mais en même temps, voilà, on retrouve quand même cette espèce de goût pour la caméra acrobatique, même si c'est pas utilisé de la même façon. Mais typiquement, voilà, le plan de Zodiac qui est à la verticale absolue en zénithale du taxi, voilà, peut renvoyer à des essais de caméras qui passaient à travers les murs et les trottoirs dans Fight Club, ce genre de choses. Donc,
il utilise finalement c'est toujours cette espèce d'outil, la caméra un peu omnisciente, virtuelle, impossible, mais pas de la même façon, pas pour dire forcément la même chose. Et puis Fincher lui-même a été transformé, c'est-à-dire que c'est ce qu'il disait, c'est que c'est à partir en gros de Zodiac qu'il estimait savoir ce qu'il faisait, en gros. Pour lui, c'est le film à partir duquel il savait à peu près ce qui se faisait. Il faut savoir que donc juste avant, on a Panic Room, qui est un film assez compliqué pour Fincher pour plusieurs raisons. La première, c'est que c'est un film où pour lui, il allait au bout de ce qu'il pouvait faire avec la pellicule. C'est-à-dire qu'il y a, si vous regardez Panic Room, c'est son dernier film filmé sur pellicule, et c'est un film qui se passe entièrement dans une maison plongée dans le noir. Donc, on peut pas faire plus, plus Fincheresque, on va dire que ça. Cette idée, voilà, de filmer l'obscurité et d'en faire quelque chose. Et en fait, il était assez frustré par le rendu. Il n'arrivait pas à voir ce qu'il voulait. Lui, ce qui l'intéressait, voilà, c'était avoir cette sensation de noirceur et en même temps que les gens y voient quelque chose. Voilà, il essaie de trouver cette espèce d'équilibre, un peu comme quand vous êtes dans une pièce pratiquement dans le noir et que vos yeux s'habituent petit à petit. Lui, c'est ça en fait ce qu'il cherche. Et il trouvait qu'avec la pellicule, il n'y arrivait pas. Donc il est arrivé à une espèce de butée artistique. Il était un peu piégé là-dessus. Et c'est pour ça qu'après, il a basculé sur le numérique à partir de Zodiac. Et puis, d'un point de vue personnel, c'est le moment en fait où son père meurt. Voilà, Panic Room, son père qui détestait Fight Club par exemple, voilà, et je pense que voilà, ce qu'il disait, c'est que avant il filmait le chaos, la destruction, la mort, etc., mais c'était effectivement c'était un jeu pour lui dans le sens où il s'amusait avec les concepts, en tant que voilà, en tant que concept de société, c'est-à-dire qu'effectivement c'est des espèces de tabous, c'est des choses comme ça, donc lui il s'amusait à gratter là où on voulait pas qu'il gratte, à fouiller là où on voulait pas qu'il fouille, et puis à être un peu impertinent, un peu sale gosse. Et puis en fait, avec la mort de son père, il se rend compte de ce que c'est vraiment. Et ça, de toute façon, on ne peut pas s'en rendre compte tant qu'on l'a pas vécu. Et donc, du coup, il a commencé à avoir un rapport différent avec ces histoires, en gardant les mêmes thématiques, parce que là, on peut pas dire que voilà, Zodiac, la mort est au cœur de Zodiac quand même, mais il approche les choses un peu différemment. Donc, il y a toujours cette espèce de regard un peu acerbe, un peu ironique aussi sur les choses, hein, notamment voilà, l'espèce d'incapacité de la police, l'espèce d'obsession dans laquelle bascule le journaliste, mais il a un rapport peut-être plus, pas respectueux, mais en tout cas plus, voilà, plus humain que là où Fight Club, voilà, on cherche vraiment à déconstruire, à détruire et à bousculer. Voilà, là, il cherche quelque part en fait à chercher des choses un peu plus vivantes quelque part dans la mort, alors qu'avant finalement il était sur une espèce de fascination de la mort un peu absolue, quoi. Juste une parenthèse, Zodiac, vous êtes sûr que Zodiac c'est pas en 35 mm? Ah non, Zodiac il est filmé en D'accord, numérique. Non, non. Non, d'accord, Zodiac ok. Non, non, c'est son premier essai, c'est son premier essai en numérique. Alors du coup, ils avaient fait tout un, comment dire, enfin, c'était tout un bazar pour eux parce que justement, c'était à la période où ça commençait à faire des tournages numériques et Fincher avait pas totalement le rendu qu'il voulait. Enfin, il y avait tout un, voilà, d'accord. il y avait toute une phase de pré-production extrêmement longue en fait, finalement là-dessus, parce que justement, il voulait filmer en numérique et en même temps, il voulait pas avoir le rendu numérique, en tout cas de cette époque-là. Aujourd'hui, bon, il y a aujourd'hui, voilà, le rendu numérique des films, plus personne n'y fait attention parce que, un, on est habitué, et deux, la technique en elle-même a beaucoup progressé, voilà. Mais à l'époque, c'était encore le moment où ils cherchaient finalement, et comme on était beaucoup habitué à l'image 35 mm, ils cherchaient en fait voilà, ils cherchaient pas à faire comme par exemple Michael Mann avait fait avec, je pense, Collatéral ou son film là adapté de la série, je me rappelle plus le titre, Miami Vice, voilà, Voilà. où voilà, Michael Mann, lui, avait épousé complètement l'espèce de rendu très cru, très bizarre, en tout cas pour l'époque du numérique, pour faire quelque chose. Fincher, lui, il cherchait un truc un peu intermédiaire en se disant, bah, c'est chouette, je peux filmer de nuit. Par contre, j'ai pas envie que ça fasse télénovelas, en fait. Enfin, c'est un peu pour caricaturer, mais voilà. Et donc, du coup, il y a eu beaucoup de recherches là-dessus. Mais oui, c'est son premier essai en numérique. Bah, restons là-dessus parce que à un moment, plus loin, beaucoup plus loin dans le bouquin, on va pour parler de la photographie, de la lumière. Vous parlez à un moment de Gone Girl et vous dites cette phrase qui m'a bien heurté. Vous ressentir une forme d'exotisme artistique en regardant les scènes extérieures de Gone Girl. Est-ce que ça s'applique pratiquement à tous ces films après Zodiac, cette forme d'exotisme artistique?
Alors oui, j'avais dit ça parce qu'effectivement, Gone Girl, c'est un film paradoxalement plus lumineux que tous ces autres films. C'est-à-dire que Fincher filme beaucoup la nuit, filme beaucoup les intérieurs. Et dans Gone Girl, en fait, on a des scènes de lumière naturelle extérieure, voilà, naturelle. C'est-à-dire qu'il y a vraiment un truc, voilà, quand il cherche, par exemple, quand il cherche le cadavre, parce qu'au début, il pense qu'elle est peut-être morte, Mm. etc. Toutes ces scènes-là, en fait, qui se déroulent dans la première moitié du film, où on a des extérieurs très lumineux, presque apaisés. Et en fait, c'est quelque chose que je trouve est assez particulier à ce film-là, cette espèce voilà, d'ancrage plus réel que d'autres, où les parties, comment dire, diurnes sont traitées de façon plus stylisée, plus fantastique. Voilà, par exemple, Seven aussi se déroule en grande partie en journée. Mais par contre, la stylisation qu'il avait de la lumière de la journée n'a rien à voir. C'est-à-dire que voilà, on a soit le final avec avec les lumières très écrasantes, très jaunes, voilà, l'espèce de lumière d'apocalypse, ou soit cette espèce de soleil qui essaie de s'infiltrer à travers les buildings et les nuages de pluie, etc. Voilà, on n'avait pas quelque chose d'aussi naturel. Et là, dans Gone Girl, en fait, il est sur un truc alors pas dépouillé parce qu'en fait c'est extrêmement travaillé comme toujours chez Fincher, mais en tout cas qui fait plus naturel en fait. Et c'est assez amusant de le voir aborder les choses de cette façon-là. Par exemple, même Benjamin Button aussi, qui a des très belles scènes extérieures, lumineuses, etc. On est toujours dans cette espèce de stylisation très très léchée, etc. Qui fait un peu parfois d'ailleurs plus pour parfum. Ouais, je pense notamment, c'est de la provocation, mais voilà, aux scènes où Brad Pitt est sur son bateau. Voilà, on mettrait un logo Chanel finalement. On pourrait s'y retrouver. Donc c'était voilà, il y avait toujours cette espèce de façon d'aborder les choses très millimétrées, Mais, etc. Et là, de ce coup, dans Gone Girl, on est sur quelque chose de plus cru et ouais. plus direct en fait. Mais on lui a reproché aussi d'être qu'un cinéaste du visuel. Oui, bah, bien sûr, oui, c'est un reproche qu'on lui a fait, alors qu'il peut se Mm. comprendre parce que ben c'est extrêmement millimétré son cinéma, c'est-à-dire que voilà, c'est un cinéaste où la caméra est 95-96% du temps sur trépied ou sur un chariot de travelling, ou enfin voilà, où elle bouge pas, ou en tout cas quand elle bouge, on voit que tout est extrêmement millimétré. On voit que notamment par le jeu du montage, tout est extrêmement précis à la minute. Voilà, je reprends à nouveau Social Network, mais pour moi, Social Network, pour moi, c'est vraiment un modèle de montage, quoi. Mais on voit la façon dont le montage utilise les dialogues, les mots, ça rebondit. Enfin, on a vraiment presque l'impression d'avoir une partition de musique, en fait. Il y a vraiment ce côté-là où c'est pas mécanique parce que justement, c'est pas répétitif, mais on sent vraiment, voilà, une espèce de besoin de partition de la parole et du coup de l'image qui va avec. Et donc, effectivement, c'est un cinéaste voilà, qui laisse très peu de place à l'improvisation et qui le fait sentir, en fait. C'est-à-dire que, voilà, il y a des cinéastes, par exemple, il y a la scène dans Django Unchained avec Leonardo DiCaprio qui improvise après s'être éclaté la main en tapant sur le crâne. Voilà, on a l'impression que c'est répété, en fait, c'est improvisé, etc. Mais sur le feature, il y a très peu ce genre de choses et je trouve qu'il fait sentir qu'effectivement tout est à sa place, tout est millimétré. C'est-à-dire il va jusqu'au bout du contrat de manipulation du cinéaste, en fait. Voilà, il assume complètement le fait d'être un cinéaste qui va vous raconter un mensonge pendant 2 heures, mais vous allez y croire quand même. Voilà, c'est un peu ça. Il va vraiment jusqu'au bout. Il cherche pas à faire du cinéma de vérité. Il cherche pas à détourner le truc. Voilà, il millimètre tout, il cadre tout. Et donc, du coup, ça peut donner cette sensation d'être quelqu'un qui ne s'occupe que du visuel. Après, bah, moi, personnellement, je trouve que c'est déjà je considère que c'est le travail du cinéaste d'une manière générale. C'est-à-dire que pour moi, si à ce moment-là, si on est, comment dire, si on veut juste raconter une histoire avec des mots, bon, on écrit un roman. Voilà, c'est aussi simple que ça. Donc pour moi, le cinéma, c'est un peu pareil des histoires de doctrine, etc. Je dis pas que j'ai toujours raison, mais il y a certaines doctrines. Voilà, il y a cette phrase qui revient parfois dans les écoles de cinéma ou autres, de Hitchcock, qui disait pour faire un bon film, il faut 3 choses: un bon scénario, un bon scénario, un bon scénario. Et en fait, je suis absolument pas d'accord avec ça. Je suis même pas sûr que Hitchcock ait réellement dit ça. En fait, je me suis jamais penché Ouais, sur parce que beaucoup de gens disent que c'est Gabin, beaucoup de gens disent que c'est voilà, Ventura.
Voilà, donc, C'est, voilà. Donc je pense aussi, en fait, ça fait partie de ces phrases dont on ne sait pas d'où elles sortent, etc., mais qu'on attribue à quelqu'un qu'on apprécie pour lui donner une espèce de forme et puis, d'argument. voilà, Voilà. et puis ça m'étonnerait qu'Hitchcock ait pu dire un truc comme ça, vu que c'est un Et, inventeur et- plus de forme que de. Ouais, non, voilà. Et je suis d'accord qu'effectivement, ça me paraît bizarre, voyant le cinéma d'Hitchcock, qu'il ait pu dire ça, parce ouais. qu'effectivement, pour moi, le scénario n'est qu'un élément, mais en fait, voilà, c'est un art visuel avant tout, en fait. C'est vraiment un art visuel avant tout. Donc, déjà, voilà, c'est tout ça pour dire que pour moi, effectivement, quelqu'un qui pense, voire même surpense sa mise en scène, bon, j'ai envie de dire, c'est son job quelque part. Et deuxièmement, voilà, le cinéma de Fincher est quand même traversé de façon vraiment récurrente par beaucoup de thématiques qui reviennent souvent, qui évoluent au fur et à mesure du temps. C'est-à-dire qu'on peut voir son rapport aux choses évoluer à travers son cinéma. Et puis, je trouve que le cinéma Fincher n'oublie jamais ses personnages, en fait. Il y a vraiment quelque chose, je trouve, dans le. Voilà, comme d'autres cinéastes, il y a des cinéastes visuels que j'aime beaucoup, d'autres que j'aime moins, mais voilà, il y a des cinéastes purement visuels, etc., où finalement le personnage n'est qu'un accessoire au service du visuel. Chez Fincher, je ne trouve pas que ce soit le cas. C'est-à-dire que vraiment, il n'oublie jamais ses personnages. On est toujours avec eux, ils sont toujours extrêmement bien construits. Et puis voilà, on les explore petit à petit, on découvre avec eux. On est un peu piégé. Enfin voilà, on reprend Zodiac par exemple, mais la scène du sous-sol ne peut pas fonctionner si à ce moment-là on n'est pas attaché au personnage de Jack Gyllenhaal en fait. Et la scène elle fonctionne parce qu'à un moment donné on est avec ce type-là, cette espèce de type un peu normal au milieu de cette histoire hors du commun et qui d'un seul coup se retrouve plongé plus loin qu'il ne voudrait et sans s'en rendre compte, on se fait piéger comme lui en fait dans le film. Et voilà. Et pour moi, il ne perd jamais de vue ses personnages en fait. Et c'est pour ça que je pense que c'est pas juste un cinéaste visuel, c'est un cinéaste visuel, ça fait partie de son style. Voilà, c'est très important pour lui, c'est très millimétré, c'est très cadré, c'est presque rigide. Je peux accepter effectivement qu'on dise que le cinéma de Fincher est un peu rigide, mais c'est toujours au service, je trouve, des personnages et de l'histoire qu'il veut raconter. Quoi. Alors, il y aurait beaucoup de choses à dire par rapport au livre, mais malheureusement, on n'a pas trop le temps. Par contre, j'aimerais qu'on termine pour le coup sur la manière que vous avez eu de construire ce livre. Donc, l'architecture du livre, comment vous l'avez pensé? Bah, en fait, j'ai repris finalement ce que j'avais fait sur Carpenter, c'est-à-dire que quand on parle d'un cinéaste ou de n'importe quel sujet, enfin en tout cas d'un cinéaste, puisque c'est le sujet du livre, il y a plein de façons d'aborder les choses en fait. Il y a plein d'angles, voilà. Et souvent, enfin pas souvent, mais en fait, c'est-à-dire que il y avait une des entrées possibles la plus courante, ou en tout cas la plus répandue, c'est de faire une entrée chronologique. C'est-à-dire prendre suivre la filmographie de David Fincher. Puis, alors ça a des avantages parce que ça nous permet à nous de suivre l'évolution de Fincher en tant qu'artiste, en tant qu'homme, etc. Donc c'est quelque chose qui est tout à fait valable comme structure. Le problème, c'est que tout le monde fait ça, tout le monde a fait ça, voilà, tout le monde a fait ça, et moi je voyais pas l'intérêt finalement de refaire ça derrière. En fait, je voyais pas je me suis dit bon bah ça a déjà été fait, ça a déjà été bien fait, parfois mal fait, mais on s'en fiche. Enfin, ça a déjà été fait, je voyais pas trop le truc. Puis moi, ça m'intéressait pas le côté linéaire parce que c'est pas comme ça en fait que qu'en tout cas j'aborde la cinéphilie. C'est-à-dire que moi, voilà, là où je me retrouve dans les personnages fincheriens, c'est que j'ai parfois des obsessions. C'est-à-dire qu'à un moment donné, je vais être obsédé pendant un mois, 2 mois, 3 mois sur un cinéaste ou un genre ou une saga, etc. Et je vais me concentrer dessus et je vais. Voilà. Et en fait, quand je regarde des films, choses comme ça, moi, ce que j'aime bien, c'est justement c'est tirer des ponts, faire des liens, voilà, faire des parallèles, des choses comme ça. Et c'est pour ça que je me suis dit, ben, en tout cas, ce qui me correspond le mieux et ce que je trouve intéressant, c'est de faire une entrée par thématique. C'est-à-dire que je prends toute la filmographie de Fincher, quels éléments je vais retrouver dans tous ces films ou dans presque tous ces films. Et justement, ce qui est intéressant, c'est que certains éléments qu'on retrouve dans 80% de ces films, mais pas dans le 20% qui reste, pourquoi est-ce que finalement ça change? Voilà. Et c'est ça qui est intéressant, c'est que du coup, en faisant cette entrée par thématique, moi, en tout cas, ça me permettait de faire émerger certaines choses parce que les habitudes d'un cinéaste sont, à mon sens, très importantes parce que c'est finalement ce qui va construire son,
voilà, son rapport d'artiste. Hein, voilà, tous les grands cinéastes, on peut dresser des grandes lignes. Voilà, l'utilisation de la géométrie chez Kubrick, le rapport au père chez Spielberg. Voilà, ils ont tous des espèces de grandes thématiques qu'on retrouve à différents degrés dans leurs films. Donc je trouve ça intéressant parce que ça permet vraiment d'avoir le portrait de l'artiste en tant que tel. Et en même temps, c'est de se dire, mais, sur tel film, s'il n'y a pas du tout ça, et pourquoi, et qu'est-ce que ça dit, et qu'est-ce que ça change. Alors parfois c'est des raisons idiotes parce que c'est des films de commande, mais parfois pas, parfois c'est des sens plus profondes. Voilà, ça me permet en fait voilà, de creuser en fait des choses comme ça. Et du coup, ça me permet voilà, de me rapprocher finalement de ce que j'aime dans son cinéma. Puisque voilà, je peux pas écrire un bouquin sur Fincher sans dire que j'aime son cinéma profondément. Voilà, pour moi, c'est un cinéaste très important auquel je tiens beaucoup. Et finalement, l'idée, c'était qu'est-ce que j'en retiens globalement. Et ben, c'est ces différentes entrées que j'ai décidé de faire, et dans lesquelles, ben, en fait, les films me servent de support pour l'idée au lieu de faire l'inverse, c'est-à-dire que d'avoir une idée par film. Et ben, j'ai une idée qu'on retrouve dans plusieurs films, et puis du coup, les films sont convoqués au fur et à mesure de la réflexion, quoi. Alors, il y a de tout, hein, ça, comme je vous l'ai dit, il y a à peu près il y a 11 chapitres et ça parle. On a un peu parlé au début de l'émission de la pub, des clips, de l'information aussi, le rapport aussi à la technique, la forme, les rapports au twist aussi, ce que ça dit finalement, que disent les films de Fincher de l'Amérique. Vous en parlez aussi. Vous parlez aussi du tournage d'Alien 3 parce que plus rien ne sera comme avant Oui. après Alien 3. Il y a plein de choses comme ça aussi. Vous parlez des personnages. Voilà, il y a le fait aussi que ça soit un scénario beaucoup plus urbain que voilà, qui filme beaucoup plus en ville, même si de temps en temps il se permet d'aller sonder un peu les paysages. Voilà, il y a énormément de choses et c'est joliment illustré. Je me permets, vu que vous le dites dans votre livre par votre fille, Tout à fait. donc on peut le faire, on peut le dire. Voilà, en tout cas, toutes les informations sont dans le descriptif de la vidéo. L'œuvre de David Fincher, Scruter la noirceur, c'est édité chez Feur d'édition. Je montre, c'est assez impressionnant et je vous invite expressément à vous le procurer. C'était un plaisir en tout cas, c'était court Merci. malheureusement, mais c'était un plaisir Stéphane Boulet, et puis j'espère que la porte est ouverte, hein, vous revenez quand vous voulez, hein, y a pas de souci. Eh ben, merci pour l'invitation, ravi d'avoir été là. Et puis c'est vrai que c'est toujours un peu frustrant de s'arrêter. On a tellement de choses à dire quand on descend sur le sujet. Mais merci pour l'invitation, c'était très agréable. Et puis effectivement, peut-être à bientôt. À très vite, c'était un plaisir. Merci à vous. Générique. Arrive in the canyon, that's where I long to be, with my three good companions, just my rifle,